bien. Bon, on est techniquement, c'est pas le layout le plus foufou du monde, mais on nous voit, on nous entend, c'est trop bien. Bravo, bravo à nous. Ok. Eh ben écoute, Célia, donc ouais, ça fait vraiment, on va parler en années qu'on s'est pas revu et qu'on s'est pas écrit, qu'on s'est pas. Bon voilà, tout simplement. Mais la vie, tout ça, effectivement, c'était surtout une époque du confinement, beaucoup avec Fabien Moreau, avec Clara Sebastiao, toute la petite bande qu'on était à l'époque. Mais c'est bon, voilà. Mais il y a encore, tu sais, il y a encore des gens qui étaient là à l'époque, qui sont parmi nous. Je sais pas si Clugel est parmi nous. Redfish aussi, je sais pas si c'est cette époque, mais on n'en est pas loin. Non, Clugel n'est pas là. Trahison. Et voilà, du coup, bah tu m'as écrit un petit message sur la page Facebook des Intergalactiques pour me dire ah ouais, Mickey 17 effectivement, parce que je n'avais pas vu à ce moment-là. Oui, Du parce que j'étais étonnée qu'il n'y ait rien eu sur un live à propos de ce film, qui est quand même l'un des films de SF le plus attendu de 2025, donc j'étais étonnée. Eh ben, pour te donner plutôt mon expérience de vie par rapport à Mickey 17, j'avais complètement oublié son existence en fait. Et, et c'est quand tu me l'as dit, j'ai fait ah oui, j'ai croisé ce truc-là et j'ai vu la bande-annonce et j'avais pas été convaincu de ouf, mais en me disant que je le verrais bien à jour, mais j'ai l'impression que alors, je veux pas me faire l'ambassadeur de l'humanité, mais j'ai l'impression que c'est dit beaucoup de monde puisque apparemment aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ce que j'ai mis sur la petite tuile. Aujourd'hui, Warner a décidé de le mettre en VOD. Donc, il a de sortir de la salle de cinéma. Donc, c'est aujourd'hui. Donc, le film, pour ça, j'ai marqué visible au cinéma et dès aujourd'hui en VOD. Le film, donc, pour un Bong Joon-ho, qui est donc quand même une superstar du genre, mais qui a fait une thune pas possible avec Parasite entre les coûts de production et de recettes, etc. Donc là, Warner a mis plus d'argent aussi. Après, je vais te laisser parler, hein. C'est toi la chef du cinéma coréen. Et donc a mis le. Voilà. Moi je te dis ce que je sais en fait, et après tu vas tout m'expliquer. Et donc Warner a dit on va mettre plus de pognon, on va produire un film de science-fiction avec des effets spéciaux, etc. Enfin c'est quand même bien produit ce film clairement. Et lui laisser, il me semble, et ça j'en sais rien, c'est toi qui vas me dire, les mains libres pour faire un peu ce qu'il voulait. Et ça n'a pas marché clairement. Mais pourtant, et là je me suis dit, bah, quand je suis allé le voir il y a 2 samedis ça en salle de cinéma, ma salle en France à Lyon UGC Ciné par Dieu était pleine, Mhm. c'était blindé. Ah, Et mais moi je c'est me dis bien. le film marche bien, je fais ah trop bien, on est samedi, il était 16h, je sais plus trop quoi. Je fais ah mais le film a l'air de bien marcher. Et j'ai l'impression que c'est un film effectivement qui en France a des chances d'avoir un plus gros score, je sais pas pourquoi. Mais c'est juste parce que j'ai certainement vu une salle pleine. Enfin, franchement, il restait quelques places, mais c'était une grande salle, grande salle, blindée, quoi, de gens qui allaient voir le film un samedi après-midi. Donc, pour moi, j'ai fait, ah, bah, le film marche bien. C'est après, à l'avoir vu, je me suis un peu renseigné, j'ai vu, ah, ils le foutent en VOD aujourd'hui, ça s'est cassé la gueule, il y a des gens qui se fichent un peu de ce film. J'ai pas, voilà. J'en sais pas plus. Et maintenant, je finis là-dessus, avant de te laisser parler, mon opinion du film. Voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je suis allé le voir, du coup, je ne savais rien. J'ai vu la bande-annonce il y a 3 mois. Je me rappelais qu'il y a une histoire de clone, mais à peine, etc. Moi, je regarde pas de bande-annonce, je rien avant de voir un film ou lire un livre. C'est Mm. plutôt du conseil, ou si c'est de la SF, je vais le regarder, grosso merdo. Mm. Et j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai fait, il est cool ce film. Franchement, j'en suis sorti en mode, ah cool. Ah, c'est bien. J'ai pas fait, oh mon dieu, machin. Je préfère largement Snowpiercer, The Host, voire Parasite, en vrai. Mais je suis sorti de ce film en mode, c'était cool. Après, j'ai trouvé forcément que les caricatures, je les ai adorées, avec Mark Ruffalo, qui est génial. Qui a une caricature qui a un mélange de Musk, de Trump et d'évangéliste. Enfin, vraiment, un sacrétisme absolu de tout ça était vachement bien. Franchement, j'ai l'impression qu'il s'éclate à faire ça. Mais c'est effectivement, je pense, et ce que j'ai cru comprendre, et un des reproches, c'est qu'on l'a trouvé un petit peu grossier dans sa manière de dire les choses, et que c'est très cousu, enfin, c'est vraiment des très gros fils pour délivrer un discours. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film, c'est comment je l'ai vécu, ce que je savais et ce que j'en ai pensé. À toi, Non, Célia. c'est déjà bien. En fait, moi, ce que je trouvais intéressant de faire un live sur ce film, c'est parce que déjà, c'est adapté d'un film, d'un livre, que c'est quand même aussi la culture des intergalactiques. La télé, c'est toujours passionnant de voir en fait comment un travail d'une œuvre littéraire dans un genre qui est extrêmement riche
justement déjà par le médium du roman, a pu atteindre un autre auteur, et là un auteur visuel, en l'occurrence un cinéaste, pour qu'il en fasse un film. Donc on sait déjà comment Bong, s'approprie à sa façon une œuvre originelle et propose quelque chose d'autre, mais tout en respectant l'essence de l'œuvre originelle. Donc il était intéressant de voir son 2e essai de transformation, toujours dans un schéma de coproduction internationale, mais je comprends tous les retours mitigés, parce que les personnes qui adorent Bong Joon-ho adorent son cinéma, mais son cinéma coréen est toujours un petit peu plus, on va dire, suspicieux de ce qu'il est capable de faire dès lors c'est une coproduction internationale et surtout quand il ne peut pas tout maîtriser. Et donc, avec un gros budget, il y a des attentes autant du public que de ses partenaires. Et en l'occurrence, Warner, ça a été, assez compliqué, ce qui a retardé en fait, la, la sortie nationale. C'est déjà s'accorder sur le montage, et puis, comme c'est un film à gros budget avec beaucoup de post-production et d'effets spéciaux, il a fallu aussi attendre que toute cette étape soit finalisée. Donc ce film a été encore plus attendu, on pensait qu'il serait à Cannes, ça n'a pas été le cas. Après l'une des volontés de Bong Joon-ho, c'est qu'il soit en fait en sortie pendant les vacances scolaires, du nouvel an lunaire coréen, donc Solal, qui intervient, selon les années, fin janvier, début février. Et donc Cannes, c'était pas forcément sa priorité. Ce qu'il voulait, c'est que ce soit un film grand public où la famille puisse sortir ensemble et que les Coréens soient plutôt les premiers spectateurs, de ce film. Mais, voilà, bout à bout, c'est vrai que ça a accumulé pas mal de petits freins et que l'attente ayant grossi a peut-être, généré un déchantement encore plus important. Or, moi, de mon opinion, je me suis bien amusée avec le film parce que je l'ai pas pris plus autre chose qu'une satire. J'aime beaucoup le livre, même si les 2 fins, qu'elles soient, celle du roman ou celle du film, ne me convainquent ni l'une ni l'autre. C'est pas un chef-d'œuvre, ça sera pas un de mes films préférés de Bond, mais je trouve qu'il mérite d'être vu, pour ce qu'il a à proposer en termes de cinéma. Et moi, c'est ce que j'ai envie de défendre parce que, ça reste quand même le haut du panier dans un film de science-fiction, un film à gros budget, un blockbuster. Quand on voit tout ce qui est un peu du même acabit, je trouve qu'en termes de qualité, qu'elle soit narrative, de jeu et de mise en scène, c'est quand même ce qu'il y a, de plus qualitatif. Et je préfère sauver le film que, tout de suite faire du bashing, parce qu'il a des défauts. Effectivement, on peut avoir des déceptions, mais j'estime et c'est mon deuxième point sur le sauvetage du film, c'est qu'il a quand même retenu des choses importantes du roman et c'est ça dont je voulais discuter aussi avec toi, parce qu'aux Intergalactiques, l'aspect littérature est aussi important et que, on part d'un matériau existant qui a une identité, qui est extrêmement intéressant sur ses concepts. Alors après, il y a des spectateurs qui connaissent le livre, qui ont été un petit peu déçus parce qu'ils en attendaient en fait davantage. Mais le film m'a énormément touchée parce qu'il y a des choses qui apparaissent dans le roman qui subsistent et que je trouve très émouvant. Ce sont toutes les scènes de tendresse avec Nasha. Parce que leur lien, leur complicité, leur affection existent dans le livre et visuellement, je trouve que c'est très poignant dans le film. En revanche, il y a des libertés totales. Donc déjà quand j'ai vu les premières images du teaser, puis après du trailer, je me suis dit: «Ah, je ne reconnais pas certains moments du roman». Je me demandais qui était Ilfa, incarnée par Toni Collette. Je ne comprenais pas qui elle était, donc c'est un nouveau personnage qui n'existe pas dans le roman et des scènes d'action, donc pour les personnes qui n'ont pas vu, j'espère que je vais pas faire, beaucoup de spoilers, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on voit Kai, tirer, dans une scène, qui a l'air d'être une émeute, où on voit Nasha, bondir sur alors on sait pas encore lequel
dans le teaser et dans le trailer si c'est Mikey 17 ou Mikey 18. Et c'est quand on découvre le film qu'on comprend qu'effectivement Bong a, réécrit, mis en scène des nouvelles choses. Donc déjà pour les personnages, les arcs narratifs qui leur sont liés, des fins différentes, des cheminements complètement différents. Et donc là, je me suis dit: «OK, ils ont réfléchi à des choses». Et pareil, j'ai discuté avec Warner, j'ai préféré passer par l'équipe de presse de Warner pour, poser une question un petit peu complexe. J'avais pas envie d'envoyer un mail perso à Bong, et en fait, l'équipe de presse, en plus, m'a confirmé qu'il est en vacances, il a fini sa tournée de Mikey 17, donc là, il est off, donc il était hors de question de l'importuner. Donc j'ai pas encore la réponse à ma question. Moi, j'ai analysé quelque chose et je l'ai soumis à l'équipe de Warner qui avait l'air, assez, intriguée par ma propre analyse, mais je trouve que le film apporte des choses, complémentaires au livre. Et je sais pas si, dans l'audience, il y a des personnes qui ont lu le livre de Ashton, parce que c'est pareil, pas une œuvre parfaite de science-fiction. Je trouve que la fin est un petit peu bâclée, mais il y a des très belles choses, il y a des bons concepts, il y a des belles idées. Il y a ce concept du bateau de Thésée que j'aime beaucoup et qui est en fait le fil rouge, thématique du film. C'est est-ce qu'on reste soi à partir du moment où on est recomposé, on est renouvelé. Donc là, dans le film, c'est être réimprimé avec une brique de mémoire. Et cette question philosophique, elle est traversée par, Mickey Seven dans le livre et qu'il raconte à sa compagne Nasha, qui s'appelle Adjaya dans le livre et Barridge dans le film. Et notamment Akai qui est, un autre prénom dans le livre et à chaque fois, il se met en miroir avec, ses acolytes pour se poser la question de: «Est-ce que je suis toujours moi?» Et puis surtout à un moment donné, ça apparaît aussi dans le film, il a cette conversation avec Mikey 18. Il se dit: «Mais jusque-là, moi, j'ai été moi, même si j'ai été, réimprimé. Mais maintenant qu'il y a un nouveau moi et qu'on a 2 destinées simultanées, est-ce que je reste toujours moi si je meurs et que c'est toi, Mikey 18, qui prend la suite?» Parce que du coup, c'est un total antagoniste. Il a pas du tout le même caractère et dans le livre, ce qui est un peu étonnant pour ceux qui l'ont lu, c'est qu'il se répète régulièrement s'il est un crétin, ou si on le prend pour un crétin, parce qu'il s'estime qu'il est pas, très futé non plus. Donc c'est moi ça m'a fait rire parce que c'est un historien, donc moi qui ai fait un cursus d'histoire, je me dis: «Ah c'est quand même, une petite volée de bois vert pour les historiens». Il les prend pas vraiment beaucoup en considération, et le parti pris dans, la direction d'acteur de, Robert Pattinson, dans le film, c'est de faire vraiment jouer un Benet dans sa façon de s'exprimer, sa façon de se comporter et je m'étais dit: «Ah ouais, je sais pas si c'est Pattinson ou c'est Bond qui a proposé de pousser le curseur du Benet quasi au maximum». Je sais pas si vous, quand vous avez vu le film, il y a, ces séquences où on le voit dans ses, différentes morts et ses expériences, de mort, c'est vraiment pas le mec le plus sexy au monde, alors que bon, choisit pour son lead cast quand même Robert Pattinson, qui est censé être un sex symbole. Donc là, je me suis dit, ils osent, il y a de l'audace par rapport à ça, de faire jouer au mec un des mecs les plus sexy au monde pour beaucoup de personnes, un mec qui est pas très futé, qui est pas très beau, qui est pas très bien mis en valeur et de se dire: «Bon, bah, voilà, ça va être le gentil dans l'histoire et Mikey 18 va incarner». C'est là où ça m'a surpris et donc dans la caractérisation que l'équipe de Bong et lui-même ont faite de Mikey 18, c'est vraiment quelqu'un d'encore plus agressif, encore plus sombre, encore plus noir, encore plus méchant, mais surtout, très agressif. Dans le livre, il est juste, voilà, agacé et il manifeste son mécontentement, sa colère, mais dans le film, le curseur est poussé très loin
Et peut-être pour les personnes qui sont familières du cinéma de Bong, c'est qu'il a tendance effectivement aussi à, un peu en rajouter. Alors pour beaucoup, c'est ce qui a pas plu dans Mikey's 17, cet aspect très grotesque. Mais pour moi, c'est important, même si c'est très caricatural, c'est de montrer que des fois, l'humanité, elle a des traits extrêmement pervers et très sombres. Et il y a un personnage qui m'a énormément étonnée aussi dans sa transition entre le livre et le film, c'est Berto. Donc dans le livre, il s'appelle, Berto Gomez. Dans le film, je sais plus quel était son nom. Bref, je crois qu'il garde un prénom ou un nom qui est, incarné par Steven Yeun, donc un familier aussi, des films de Bond. Si vous avez regardé ses plus récents. C'est aussi celui qui était, le papa, dans, Minari, qui avait été, aux Oscars il y a 2-3 ans, pendant le confinement, et évidemment l'un des protagonistes de Burning de Lee Chang-dong. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu familier du public coréen et du public international, et dans le film, ce Berto Gomez, c'est un pur salaud. Et ça, pareil, ça m'a énormément étonnée, parce qu'il y a une dimension très sombre et très noire, qui n'était pas totalement, écrite comme ça dans le livre. C'était un lâche, c'est un peureux, c'est quelqu'un de pas fiable, qui ment. Mais dans le film, c'est vraiment un pervers, c'est quelqu'un qui manipule les gens pour des très mauvaises raisons, et ça m'a un peu décontenancée, parce qu'il y a aussi l'introduction de quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans le livre, c'est une drogue avec un marché noir, qui n'existe pas du tout. Et c'est aussi un autre reproche qui est fait au film, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pistes. C'était un scénario très riche qui part un peu dans tous les sens. L'histoire de l'Oxy n'existe pas du tout dans le livre, et ça a été imaginé pour le scénario du film. Donc pareil, c'est très, très étonnant. Ça augmente effectivement en dramaturgie, la caractérisation de Berthaud, mais ça apporte des séquences, dont une qui apparaît dans le teaser et dans le trailer où, Nasha est complètement, shootée à l'oxy et euphorique. Pareil, j'avais pas compris du tout cette séquence. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et donc c'est toutes ces petites nouveautés, ces petites choses qui quand même apportent une fraîcheur à l'œuvre initiale. Donc après, je sais pas comment vous, dans l'audience, vous avez accueilli, pour ceux qui ont lu le livre et qui ont vu le film, ces différences. Je sais pas si vous avez trouvé ça trop grotesque, Il y trop a, caricatural? on a une personne dans le chat, à savoir une binôme d'émission qui était avec moi la semaine dernière, de Clara Cosmique de la chaîne du podcast 42 nuances de SS, Steph, SS, 42 nuances de bravo. Elle a lu le livre, elle trouve aussi la fin bâclée. Et ben Clara, si je pense que moi je l'ai pas lu, je pense que je suis à peu près sûr que tu es la seule actuellement à représenter quelqu'un qui a vu et lu. Ouais, c'est n'importe quoi, Clara, je suis désolé. C'est parce qu'en fait j'ai mangé un peu, du coup j'ai ma langue qui a fourché. Ouais, faut que j'arrête de manger machin. Mais vu que je suis en ce moment sous l'eau et vraiment dans un tunnel, effectivement j'ai un peu la sucrerie facile pour un peu pour tenir. Passons. Voilà, juste pour dire, si Clara, tu veux dire quelque chose, voilà, tu es notre personne dans le chat actuellement qui est en capacité d'avoir une vision d'ensemble à part Célia et toi. Pardon Célia, si tu voulais dire continuer. Non, non, mais si Clara va intervenir, parce que le but, c'est comme c'est un live, hein, c'est que vous puissiez aussi, comment dire, interagir avec nous, et que moi, je suis toujours très intéressée des retours, parce que il y a vraiment des choses très étonnantes entre le livre et le film. Donc pareil, franchement, je vous invite, pour toutes les personnes qui ont pas du tout le livre, à le lire, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes parce que le film est long, et malgré sa durée, survole certaines choses, et puis comme Bong a créé des nouvelles pistes, des nouveaux arcs narratifs, bah, du coup, il y a des choses qui sont mais vraiment passées superficiellement, et pour le coup,
l'histoire, le concept du bateau de Thésée, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant, que je vous recommande de lire et de voir, bah, d'où est parti Bond parce qu'effectivement, il s'est permis des libertés. Donc, Nasha Mais, Adjania. mais bon, du coup, quand il a une raison pour laquelle qu'il a dit tiens, qu'il a lu ce livre, qu'il s'est dit je vais adapter ça. Il y avait une raison un peu particulière. Heu, En fait, dans les pistes, c'est surtout ce sont des thèmes qui, en fait, le travaillent toujours. C'est toujours cette idée d'un protagoniste qui est pas du tout fait pour faire quoi que ce soit de héroïque et romanesque. C'est de voir comment l'individu face au collectif, va, en fait, se réaliser et le faire importer en creux, en fait, de tout ce qui l'entoure, des luttes en présence, des forces en présence. Il y a des choses très étonnantes parce que, par exemple, les actes de rébellion sont extrêmement présents dans toute son œuvre, que ce soit dans Transpersonnage, que ce soit dans The Host. Ça draine, en fait, toute son œuvre et c'est quelque chose qui l'a impulsé et je pense qu'il a trouvé dans l'œuvre d'Ashton les ferments pour justifier d'intégrer à nouveau ces thèmes qui lui sont à cœur. Parce que dans le livre, il n'y a pas le ferment de la rébellion. Ça, c'est un nouvel arc narratif qu'on a dans le film. Mais il avait tout ce qu'il fallait comme élément pour pouvoir le faire dans son œuvre à lui. Et de toute façon, il l'avait déjà expliqué dans Transpersonnage, il sait ce qu'il veut retenir et avec ses scénaristes, ils vont travailler des choses pour que visuellement, il incarne des choses qu'il a envie de mettre qui n'existent pas, en fait, dans le film. Par exemple, rien que déjà le titre, Mikey 17, à quoi bon vouloir en fait, en arriver à la 17e itération du personnage alors que le livre, déjà Mickey 7, on comprend déjà en fait, ce qui est en jeu. Mais visuellement et je trouve que c'est ce qui fait partie des plus belles séquences du film, c'est les mises à mort successives, répétitives et très nombreuses. Elles sont très soignées et bien que ce soit une séquence très courte, ce sont quand même des plans que je trouve quand même assez, remarquables et qui permettent de pouvoir montrer en fait, mais toute l'absurdité, de la fonction du consommable. Pareil, le terme, bon bizarrement n'est pas le même entre le livre et le film, donc il y a remplaçable ou consommable. Dans la version anglaise, c'est expandable. Mais c'est des choses qui permettent à Bond de se raccrocher, de se dire: «Oui, ça me plaît dans le livre». Il y a des choses qui restent pertinentes dans notre monde actuel, c'est de montrer qu'il y a des dérives. Et là, en l'occurrence, une dérive, néolibérale de, bah, un humain, on va le transformer en consommable. On va pousser à l'extrême, se dire: «C'est quoi le respect du vivant?» Et ça pareil, c'est quelque chose de très commun à l'œuvre de Bong. Il est ultra écolo, ultra, sensible à la condition humaine et donc vous avez déjà eu ça dans Okja, c'est comment on traite le vivant, tout simplement. Mais si on revoit à, Transpersonnage ou même The Host ou même Le Chien de Barking Dogs, c'est comment les humains ont un lien avec le vivant, que ce soit le vivant, l'altérité humaine ou les animaux ou d'autres espèces. Et ça, c'est quelque chose que Ashton a très bien, pareil, cerné. C'est de se dire, bah, si on est capable de se dire, maintenant la fonction de cet être humain, c'est d'être juste d'une utilité pour des fins extrêmement matérielles, c'est-à-dire, tester l'atmosphère, tester des poisons, faire des tâches plus ou moins dangereuses, et cetera et qu'on oublie totalement l'aspect éthique et surtout, ça, c'est ça qui m'a touchée autant dans le livre que dans le film, c'est l'aspect affectif. C'est-à-dire qu'on en a rien à faire de ces émotions
et de ses sensations et que la seule personne qui s'y attache et qui essaie de réconforter, Mikey et de le consoler, c'est Nasha. Elle veut être présente jusqu'à ce qu'il meure, être présente quand il va se réveiller parce que même s'il est en capacité d'être, réimprimé, ça reste un être sensible, ça reste un être vivant et autant chez Ashton que chez Bong, c'est quelque chose qui les travaille et pour moi, ça, tu vois, c'est déjà le socle largement suffisant pour que Bong se dise: «Je veux en faire quelque chose» et dans son travail d'adaptation avec ses scénaristes, parce qu'ils sont plusieurs, ils ont effectivement eu des partis pris très, très étonnants. Donc, bah, il y a les personnages. Donc, on retrouve effectivement Mikey Barnes en Mikey 17, Mikey 18, avec cet antagoniste dont je vous ai parlé. Il y a Nasha Adjaya, qui n'a qu'une seule fonction dans le livre, qui est juste pilote, mais c'est une pilote hors pair, et ils n'en ont que deux. Donc, pour vous resituer, on est dans un contexte de colonisation parce qu'on manque de ressources et qu'il faut aller coloniser une autre planète. Mais comme pour Interstellar etc., pour y aller et coloniser cette nouvelle planète, on n'a pas beaucoup de ressources déjà dans son propre vaisseau. Donc, il faut faire en sorte d'être pas très nombreux, de sélectionner les plus compétents, les meilleurs dans chacun de leurs domaines. Donc, c'est une petite colonie pour faire cette petite bombe, de gènes pour repeupler une nouvelle colonie dès que la planète habitable et vivable est trouvée. Donc on est dans la même problématique de se dire: «Faut qu'on ait les meilleurs pour pouvoir repeupler» et pareil, Bong a essayé de tirer ce fil complètement absurde de dire: OK, on a des gens triés sur le volet et comment en fait moi je vais les transformer dans mon film?» Et Nasha Adjaya dans le roman va devenir Nasha Barridge. Et là, c'est pareil, c'est bizarre parce que Bond, qui est très sensible aux aspects sociétaux et de la condition sociale des humains et de comment ils travaillent, de leur environnement, Nasha Barridge dans le film, elle n'a pas qu'un poste, elle cumule 3 postes. Donc c'est vous dire à quel point il faut rendre les gens utiles, productifs, efficaces. Donc elle cumule plein de postes pour, alors elle est, agent, spécial, pilote, l'un des 2 rares pilotes avec Gomez et elle est agent de sécurité et elle va vivre une destinée un peu particulière qui n'apparaît pas, en fait, dans le roman et la personne qui joue Nasha Barridge dans le film, c'est, Naomi Ackie que moi, en fait, j'ai découvert très, très récemment en voyant le film Blink Twice qui est, quand même, un peu perturbant comme film et du coup, pareil, je l'imaginais pas du tout dans un blockbuster, un film de Bond, donc je trouve c'est quand même très rafraîchissant parce que Bond a envie aussi de mettre des nouvelles têtes, pas forcément ses acteurs fétiches et peut-être pour les personnes qui, connaissaient pas Naomi Ackie de nom, l'ont peut-être vue dans d'autres productions de Young Lady, par exemple, mais moi je me rappelle pas, le rôle qu'elle avait fait. Mais voilà, elle commence en fait à apparaître, dans plein de productions récentes, donc c'est une actrice qui perce. Roberto Gomez, donc l'ami, de longue date de Mikey Barnes, parce que dans le livre, ils se connaissent depuis très longtemps, depuis qu'ils sont très jeunes. Ils ont fait, leur fac ensemble, donc il y a tout un passif qui est expliqué par un système de flashback. Il est caractérisé donc comme un mec, égoïste, comme je vous disais, hein, lâche, un peu menteur. Là, dans le film, il se transforme en, Timo, voilà, c'est le prénom. Timo, quelqu'un de ultra cruel, c'est un dealer d'oxy, c'est un manipulateur et qui est très, très, très sombre, comme personnage. Alors ce qui, moi, m'a frappé avec ce personnage et pour les personnes qui ont vu le film, je sais pas si vous avez fait la concordance avec le scandale de la véritable Oxy, qui s'est passé aux États-Unis, ce narcotrafic d'une échelle totalement dévastatrice et peut-être vous avez vu le documentaire de Laura Poitras, qui parle en fait de ce sujet-là, comment des consortiums, des gros groupes, qui détiennent des groupes pharmaceutiques ont fait main basse,
sur l'oxy et on crée des populations ultra dépendantes. Comme c'est les États-Unis, ça a atteint une échelle, mais vraiment très importante en termes de nombre, de quantité. Donc ça ravage la personne, ça ravage les proches de la personne qui est dépendante à l'oxy et du coup, avoir introduit ça dans le film, ça m'a frappée parce que je me suis dit: «Bong importe quelque chose qui lui, il a peut-être entendu parler, il a vu l'impact sanitaire, social et financier», parce que les personnes qui produisent cette molécule sont des consortiums et des groupes très, très, très riches et grâce à l'argent qu'ils gagnent, bah, ils financent la culture et c'est tout le sujet du documentaire de Laura Poitras, c'est de se dire, bah, ils créent des fondations, ils sponsorisent des musées internationaux, des collections importantes. Donc c'est une très belle vitrine, c'est une très belle façade, mais en même temps, ce sont des pourvoyeurs de drogue. Et je me dis: «Bon, bah, il est sensible à ce genre de problématiques qui lui sont pas forcément proches» et il intègre cet arc narratif dans le film qui est assez, troublant, je trouve, très sombre, très, 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 hem, comment dire? Pessimiste. Et il joue de ça. Vous avez donc ce personnage un peu iconique aussi dans le livre qui s'appelle donc Marshall avec son prénom Hieronymus et là, c'est là où la transition dans le film est intéressante, c'est qu'il n'est plus qu'un seul personnage, c'est un couple. Et d'habitude, vous voyez dans les grands films de, Tilda Swinton, là, il a choisi Toni Collette. Moi, j'adore Tilda Swinton, mais j'étais très contente de voir, Toni Collette. C'est vraiment une actrice que j'adore et elle est en fait un peu la moitié de Hieronymus Marshall. Donc ils ont créé son propre personnage qui s'appelle Ilfa et le pendant de ce couple avec Mark Ruffalo, c'est Kenneth Marshall, donc il a changé le prénom et il a préféré, faire une espèce de créature à 2 têtes, à 2 personnages, en montrant une petite marionnette manipulée qui est Kenneth Marshall, interprété par Mark Ruffalo, qui ressemble effectivement à un mash-up de Trump et de Musk, et Ilfa Marshall, qui est un peu le cerveau et qui a vraiment une caractérisation extrêmement sadique, extrêmement cruelle, qui permet à Bond de montrer vraiment toute la cruauté humaine et la sophistication de la cruauté. Donc ça, je m'y attendais pas du tout. Et c'est quelque chose qui, pareil, il y a un trait de Bond, c'est quand il veut montrer la noirceur de l'humanité, il se gêne pas et il utilise Ilfa pour ça. Et puis dans le livre, vous avez le personnage de Kat Chen, qui est pareil, une agent de sécurité badass, qui a du caractère, qui est de mémoire, je crois, d'origine asiatique. Et là, c'est pareil, très étonnant, bah, il choisit Anna Maria Bartolomei et il lui change son nom en Kai Kat. Et ça va rester une fille badass, hein, qui a du caractère. Mais là, c'est toutes les critiques qu'il y a apparemment eu par rapport au film, ce serait trop woke parce que Kai Kat, bah, elle est lesbienne, voire polyamoureuse, pan-amoureuse. Elle aime séduire, voilà, elle aime la vie. Et ce personnage est intéressant parce qu'il permet à Bong de montrer qu'elle est maîtresse de son corps, maîtresse de ses désirs, et que dès lors où le couple Marshall souhaite en faire un ventre productif, parce que elle fait partie de l'élite, eh bien, elle est totalement pertinente pour être une mère qui fera des beaux bébés pour la nouvelle colonie. Bah ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans le livre et je trouve très intéressant dans le film. Donc pareil, c'est un nouvel arc narratif avec ses propres rebondissements, donc ça fait beaucoup de choses Moi, dans le film. ce que dit Clara dans le chat, du coup, elle dit, mais en fait, c'est ça, Bonjour, a gardé beaucoup du livre et en même temps rajouté beaucoup de choses sans trop aller au bout et je trouve que ça trop dense. C'est de superbes idées, mais ça semble ambitieux un peu. Mais oui, tout à fait. Par exemple, moi, il y a quelque chose que j'avais trouvé passionnant dans le livre, c'est l'arc narratif, parce qu'en fait, autant le film que le livre utilisent une structure d'un fil conducteur avec plein de flashbacks. Les flashbacks justifient de reposer le contexte, de vous expliquer d'où viennent un peu les personnages
et d'avoir en fait cette voix narrative, cette voix off tout du long. Donc vous avez la sensibilité, le point de vue de Mikey qui se pose 3 millions de questions et ce qui est drôle en fait dans, le livre, c'est qu'on le lit en train de penser en temps réel. De se dire: «Mais il me raconte ça, mais j'en fais quoi?» Et c'est un peu réutilisé dans le film. Et bon, on garde un petit peu cette structure, mais moi, il y avait un goût d'inachevé parce que l'une des aspérités les plus intéressantes et étonnantes qui est liée vraiment à la thématique de ce qu'est Mikey Seven et Mikey 17, c'est le clonage ou le fait de, reproduire, à l'infini, une personne et de lui réinjecter, sa mémoire et ses souvenirs. C'est l'arc narratif de Alan Manikova. Donc, il est très peu développé dans le film et d'ailleurs ça brouille un petit peu la compréhension de pourquoi en fait les multiples, sont, un sujet tabou. C'est en fait très bien expliqué dans le livre. Dans le film, on dit que, bah, c'est un tueur en série qui tue des SDF et c'est lui qui est à l'origine des multiples et on en a peur à cause de ça. Mais c'est pas parce qu'il tue des SDF. Il y a pas que ça, même si c'est horrible déjà en soi de tuer des SDF. Mais dans le livre, Ashton explique que Manikova avait une telle obsession d'avoir la maîtrise du monde par lui-même tout seul, qui voulait créer des multiples de lui-même. Et pour créer ces multiples, bah, il fallait qu'il ait énormément de ressources. Donc ça, c'est un peu expliqué dans le film que les ressources pour créer un multiple, ça consomme énormément de choses. Donc faut avoir une utilisation un peu judicieuse pour pas trop refaire un consommable, parce que ça prive des ressources pour le reste du vaisseau et de la colonie. Et là, Alan Manikova, son objectif, c'était, d'asservir une nouvelle population d'une autre planète, de lui prendre toutes ses ressources pour créer ses multiples. Donc en fait, le mec, ça commence par un fait divers, il a une très mauvaise publicité, les gens ont une trop mauvaise image de ce Manikova et puis il crée cette technologie du multiple, du remplaçable et tout de suite, il devient le Elon Musk pur et dur. C'est-à-dire, on a au début de Starlink, par exemple, reprenez cette période. Beaucoup de gens étaient quand même fascinés et admiratifs de ce qu'accomplissait Musk à l'époque de où il n'avait pas encore, la main mise sur, Twitter et je pense que Manikova, c'est un peu, on va dire, le double réel de Musk dans le livre. C'est quelqu'un qui a une ambition, qui est extrêmement toxique, qui a un projet complètement fou, mais qui est extrêmement manipulateur et du coup, avec cette nouvelle technologie, cette maîtrise du multiple, il se dit: «OK, ben moi je vais me barrer de la Terre, je vais conquérir une planète» et pour séduire cette nouvelle planète qu'il trouve, bah, il a apporté de la nourriture, il a apporté plein de choses donc la nouvelle planète séduite l'accueille et c'est là que Manikova commence à décimer la population. Alors, pour que ce soit pas trop visible, il commence effectivement par les SDF, mais comme ces multiples ont besoin de beaucoup de ressources et qu'il faut beaucoup de corps humains pour faire, des multiples, mais c'est des tas de gens dont on repère l'absence et la disparition. Et là, ça devient un nouveau fait divers et les gens disent: «Depuis que Manikova est arrivée sur notre planète, il y a des trucs louches qui arrivent, il y a des disparitions» et là, ils se rendent compte qu'au moment où il arrête, il se fait interroger par la police. Bah, Manikova se justifie: «Mais non, moi j'étais là». Sauf qu'un témoin a repéré que Manikova était à un autre endroit au même moment et c'est là que les gens se rendent compte qu'en fait, il a créé des multiples et qu'il y a pas que un Manikova 1, 2, mais il y en a un troisième, puis un quatrième et qu'il est simultanément à plusieurs endroits et au moment où ils se rendent compte, en fait, de la supercherie, il conquiert, en fait, totalement la planète, il décime tout le monde et il repeuple la planète avec ses multiples.
il y a en fait un message d'alerte qui est envoyé à je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de grande union interplanétaire. Ils se disent: «Non, non, non, mais Manikova, il faut qu'il reste sur sa planète, on s'en occupe pas. Puis en plus, le temps qu'on arrive, on n'aura pas le temps, de sauver quoi que ce soit, la planète est perdue, elle se débrouille toute seule». Sauf qu'il y avait une planète juste à côté qui avait eu le vent de, ce génocide et s'était un peu préparée. Il s'était dit: «Nous, on va s'attaquer à Manikova». Bah ça, tout ça qui crée le fameux tabou, cette peur des multiples, parce qu'on se dit: «Un gars qui a la science, le cerveau, la technologie pour se créer une armée de lui-même en centaines, en milliers et en millions», crée cette peur et cette obsession de: «Il faut surtout pas créer de multiples. Le multiple, c'est le mal. Le multiple, c'est la fin de l'équilibre heu, pour, la civilisation», et ça crée ce tabou et en fait, ça n'apparaît pas du tout, en fait, dans le film, c'est totalement survolé et moi, je trouve que c'est là où ça pèche dans l'adaptation, c'est que ça montre pas à quel point le fait de créer un multiple peut créer cette peur. Il y a juste cette petite discussion du comité qui dit: «Ouais, bon, le multiple, c'est pas bien, éthiquement, c'est pas bien non plus, donc on va instaurer de nouvelles règles. Le multiple ne sera que pour une utilisation d'une nouvelle colonie dans des tâches spécifiques et c'est moi qui m'en occupe», en l'occurrence Marshall. Heu et ça, je trouve ça dommage, par exemple. Il y a aussi quelque chose, de très étonnant et pareil qui est poussé à son extrême, donc je ne sais pas si Clara va en être d'accord, c'est le personnage de Darius Blanc qui là, pour le coup, est assez respecté dans, l'origine du livre. Donc cette espèce de prêteur sur gage qui, bah, essaie de récupérer son argent, auprès des endettés. Donc dans le livre, c'est, Mikey Seven qui s'est endetté et qui se fait torturer par un espèce de petit, artefact, c'est une espèce de boule qui apparemment lui fait subir des sévices, extrêmement douloureux et dans le film, c'est, ben, Timo et lui ont emprunté de l'argent pour faire un commerce de macarons, puis ça a pas marché et vous pour ceux qui ont vu le film se souviennent de cette séquence où ils torturent un jeune homme qui promet en fait, de le rembourser. Ils ont dû aller le chasser jusqu'en Nouvelle-Zélande pour le retrouver. Ça, c'est une scène, je me dis, Bong l'a intégré pour montrer en fait, l'horreur, hein. C'est vraiment violent, c'est assez gore et pareil, je m'attendais pas du tout à ce qu'il s'intéresse à ça du livre pour le mettre en scène visuellement et d'une façon pareil aussi très sombre, très, très violente. Donc pareil, je trouve que c'est une séquence qui marque beaucoup les esprits pour vous dire: «Bah, voilà, le nerf de la guerre, c'est toujours cette histoire de pognon, c'est l'argent et si vous réglez pas ce que vous devez, vous allez subir les pires atrocités». Donc là, je me suis dit: «Il veut vraiment qu'on se souvienne de cette séquence qui est horrible» et ça, pareil, ça a été une surprise pour moi. Je m'y attendais pas du tout et ça m'est resté parce qu'on entend le mec crier, enfin moi, c'est assez atroce et je m'étais dit: «Ouais, en fait, Bond veut vraiment montrer cette conséquence de la dépendance à l'argent, hein, tout simplement. Jusqu'où, en fait, ça entraîne dans quelle dérive et que, bah, malheureusement, les personnes qui veulent s'en sortir, créer leur boîte, pensent avoir une bonne idée et puis malheureusement échouent et ben, voilà, elles ont envie effectivement de rembourser mais elles peuvent pas et ce qui est en jeu et qu'on retrouve dans le film qui n'est pas du tout dans le livre, c'est cette espèce de traque où, là dans le film c'est intéressant parce que, dans la scène de torture, il y a la scène de la tronçonneuse et Mikey Seventeen est obsédé par le son de la tronçonneuse qu'on a en hors champ et que c'est quelque chose qui va le poursuivre et qu'on retrouve dans une scène de prison. Timo, lui dit: «Bah voilà, j'ai été, repéré par l'un des sbires, de Darius Blanc. Il faut que je lui apporte la preuve que, bah, je vais le rembourser d'une façon ou d'une autre». Il veut s'en prendre soit à Mikey 17 ou Mikey 18 et donc bah, il faut qu'il en tue l'un des 2 quoi.
Et ça, pareil, ben, ça n'existe pas tout à fait dans le livre, parce que normalement, dans le livre, Berto Gomez, il est pas aussi salaud que ça, mais le Timo, donc son double dans le film, et ben, bon, lui fait faire des choses pareilles. C'est-à-dire, c'est pire qu'une trahison par rapport à son ami. C'est qu'il accepte qu'on tue un ami de longue date pour justifier qu'il a trop peur de mourir et qu'il veut sauver sa peau comme ça. Donc, c'est une vision, mais vraiment très, très, très sombre. Alors beaucoup de gens pensaient que c'était un film de divertissement. On allait beaucoup rigoler. Bon, on rigole, hein, dans le film, mais on retrouve quand même ce qui, travaille bon, c'est cette noirceur de l'âme. Après ça, il y en a beaucoup qui me dit, c'est une vision désespérée de l'humanité. Moi, je dirais plutôt c'est une vision désespérante. Qui se dit: «Putain, mais les humains, franchement, vous êtes pas un cadeau». Mais c'est pas si désespéré que ça. Il accorde une destinée autant à Mackie 17 que, à Nasha Barridge, assez étonnante. C'est pas empreint de désespoir, totalement, mais pareil, quand je vous parlais de la relation vivante, c'est aussi la relation par rapport à l'espèce des vers de glace. Donc ils sont appelés comme ça dans le livre. Je crois que c'est crawlers, les rampants dans le film. Pareil, l'arc narratif est pas tout à fait le même, mais il a gardé l'essence de cette espèce sentiente, qui peut communiquer, qui peut interagir et qui est un peu curieuse de l'espèce humaine. Et pareil, offre dans le film une direction un peu étonnante qui n'apparaît pas, dans le livre. Donc c'est pour ça, franchement, je vous recommande de lire le livre parce que c'est vraiment 2 choses différentes pour le coup et ils ont fait quelque chose de limite drôle et c'est là où on retrouve, heu, le revers de la médaille noire, chez Bong, c'est la dimension humoristique. Il y a une dimension grotesque, burlesque, toujours dans son cinéma, avec des pointes d'humour et pour ceux qui ont vu le film, je pense se souviendront de cette séquence du bluff, et pareil, qui n'apparaît pas du tout dans le livre, donc qui est aussi très rafraîchissant à découvrir dans le film parce qu'on s'attend pas à ce qu'il donne ça au film, au verre de glace, et moi j'ai trouvé, pour le coup, intéressant. Donc après, je sais pas pour vous qui ont vu le film, si ça vous a fait aussi cet effet? Ben, le film, on se laisse un peu porter parce que ben moi, enfin, je trouve que c'est un film qui a des changements de ton assez importants et du coup Ouais. tu te fais un peu balader dans cette histoire qui a forcément plusieurs trames à la fois entre la trame de ce Elon Musk trumpien, etc. Donc le côté colonisation, pardon, le côté Mikey, le côté histoire d'amour, le côté double, le côté échappé à la pègre, on va dire, etc. Et le côté un petit peu aussi limite sitcom, le côté. Donc il y a vraiment plein de couches à ce film qui sont cool en fait et qui se passent Mmh. plutôt bien. Qui, je me dis à tout moment, auquel je me disais, je pense, peut déraper en mode ah ça passe plus ou je sais pas, mais bon, Mmh. Bong Joon-ho arrive à retombe toujours sur ses pattes. Donc Mmh. on peut pas lui enlever ça. Franchement, même je trouve qu'il se met un peu en danger avec sa narration et il s'en sort. Donc ce qui est quand même des sacrés parfois trucs d'équilibriste, on va dire, ou de cascade. Mais c'est vrai que ben c'est ce que disait un peu Clara tout à l'heure et peut-être toi aussi, c'est qu'effectivement ça donne pas aussi le sentiment d'avoir un traitement. On a l'impression d'avoir un peu 3-4 films et que ils finissent tous, ils ont tous un arc scénaristique qui se termine, ça on peut pas le dire le contraire. Mais on sent que ça, ouais, que c'est traité sans être traité, enfin. Et voilà. Mais moi vraiment, ce que j'ai à dire dessus, c'est vraiment que franchement, j'ai regardé, j'ai fait ah c'est cool, etc. Je crois que j'ai vu le temps qui durait au début. Je fais oh putain, il y a aussi son meilleur. Finalement, ça s'est bien passé. Mmh. Je sais plus combien de temps il fait, mais bon, je trouve tous les films trop longs de nos jours de toute façon. 2h20. Ouais, ça, putain, plus de 2 heures. Et mais bon, ça s'est bien passé. Il y a toute cette question de la colonisation de l'espace qui, effectivement, du coup, je savais pas trop, moi, qu'il y avait d'autres planètes, etc. Moi, c'est tout qu'on sait pas dans le film, par exemple. Et je trouve que moi, j'avais le sentiment, en gros, c'était un peu comme à la fin de, sans que ce soit vraiment ça, de Don't Look Up.
C'est-à-dire que c'était un peu une espèce de milliardaires ou des gens qui arrivaient à s'échapper de la Terre. Enfin, je sais que c'est pas le cas, je sais qu'il y a toujours la Terre, mais qui en gros créent une espèce, ce qui est le cas, une nouvelle colonie pour créer, pour voilà, de gens qui s'en sont un peu sortis. Et avec donc ouais cette volonté vraiment de créer une la société techno-fasciste qui nous est actuellement promise. Et voilà. Et cet aspect colonisation, ouais, je savais pas trop. Donc tu vois, si j'avais su qu'il y avait d'autres planètes, que les gens avaient déjà l'habitude de l'humanité déjà sur plein d'autres planètes, bon, ça aurait pas changé fondamentalement quelque chose. Mais là, j'avais l'impression que c'était un peu genre les pionniers qui partaient un peu les premiers dans l'espace pour coloniser de nouvelles planètes, etc. Et créer un peu leur nouvelle société pour s'échapper de la Terre, quoi. Bon, mais c'est pas, mine de rien, c'est pas très intéressant en soi, enfin, ce que je suis en train de dire, je veux dire. Mais moi, j'aime bien les récits d'exploration, enfin, de survie sur d'autres planètes, etc. J'avais beaucoup aimé, même si ça a un peu rien à voir. Mais j'aime beaucoup le film The Martian, Seul sur Mars. J'aimais bien la première saison comment ça s'appelle? C'était un remake sur Netflix, mais qui est pas ouf, hein, mais qui pareil, il y a un peu du Survival Planet, quoi. En gros, ça j'aime bien. Et on se retrouve dans ou encore même la série The Expanse, qui a des bons moments aussi où ils se retrouvent dans un vaisseau, ils ont des problèmes un peu techniques à trucs, et puis vont devoir trouver des solutions grâce à la science pour s'en sortir. Bref, mais ça c'est juste des goûts et des couleurs. Mais c'est pas tant important par rapport au sujet. C'est juste pour dire que j'aimais bien ça. Non, non, mais tout à Mais fait. qu'on retrouve pas trop, ouais, qu'on retrouve pas trop du coup dans ce film-là, mais effectivement, il y a la question des ressources aussi qui est intéressante, puisque finalement, quasiment sur cette planète, c'est quand même, enfin, je veux dire, ils veulent installer leur nouvelle société, et pendant le trois quarts du film, c'est juste une planète de glace, complètement, c'est un tas de glace. Donc, à la fin, du coup, spoiler, on se rend compte, bah, en fait, il y a le dégel, plus ou moins, enfin, il y a le printemps qui arrive, quoi. Mais quand tu te fais, mais ils vont pas s'installer là, je veux dire, c'est pas très hospitalier. Mais voilà, je sais pas, là je suis en train de sortir les choses qui me viennent par la Bah, tête les uns après les autres. ça c'est conservé du livre, en fait. Ils arrivent sur une boule de glace à la vanille et ils sont les premiers stupéfaits parce qu'en fait, ils se disent: «Mais c'est vraiment là qu'on va s'installer? C'est quoi le potentiel?» C'est, pareil pour ceux qui ont vu Interstellar, c'est la même problématique. Il faut pas se louper sur la planète. Il y a plusieurs, planètes éligibles, en général, on prend la plus prometteuse et la plus près. Donc là, on espère que c'est le cas avec Niflheim. Mais dans le livre, ce qui est vraiment intéressant et donc je le redis encore une fois, lisez le livre parce que c'est un aspect intéressant, c'est que parmi les flashbacks, Mikey Seventeen, raconte, l'historiographie des colonisations et donc il évoque plusieurs autres cas de colonisation qui fait que, en fait, ils sont arrivés à Niflheim parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs auparavant, beaucoup de tests. Ils ont essayé de coloniser des, planètes prometteuses et éligibles, mais ils se sont plantés parce qu'ils ont été, face à des épreuves auxquelles ils n'avaient pas du tout été préparés. Ils avaient imaginé des espèces totalement hostiles, par exemple, ou, ils n'avaient pas encore assez de consommables pour faire, suffisamment de tests, donc plein de problématiques comme ça et ça, c'est super intéressant. Après moi, je lisais dans les retours, des critiques sur le livre en particulier, qu'il y en avait qui aimaient pas beaucoup cette structure de flashback où effectivement Ashton, déroule, mais vraiment plein de choses grâce aux flashbacks. Moi, je les trouve personnellement très intéressants parce que ça permet de comprendre pourquoi c'est le choix de Niflheim, pourquoi il s'installe sur cette boule de glace, parce qu'ils ont essuyé beaucoup trop d'échecs et au moment où ça marchait, pour une autre planète, il s'est encore passé des trucs, pas du tout évidents et pour moi, c'est un peu une synthèse de, toute l'évolution de l'humanité. Ce qu'elle cherche à faire sur la Terre et on l'intègre dans un récit de science-fiction et Ashton essaie d'expliquer que, toute l'humanité, c'est son boulot, c'est son obsession. C'est essayer de se trouver un monde dans lequel elle pourrait vivre, qu'elle exploite complètement jusqu'à la corne et que, quand elle en a terminé avec, un espace, un lieu, elle va essayer d'en trouver un autre et elle va reproduire, en fait, les mêmes schémas d'exploitation, d'extractivisme et Niflheim, ne va pas, y couper, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Bong, en fait quelque chose de différent
avec cette relation avec les rampants. C'est-à-dire, OK, on vient de découvrir qu'il y a des autochtones et ça, c'est un petit peu le joli apport qu'il fait dans le film avec, le personnage de Nashaba Ridge. C'est qu'à un moment donné, quand elle se rebelle, elle dit: «Mais en fait, vous arrivez pas à comprendre, c'est nous, en fait, les aliens?» On arrive sur une planète où il y a déjà, en fait, une espèce autochtone. Donc bon, ça paraît surligné, ça paraît un peu grossier, mais je trouve que c'est un petit peu bon de le rappeler, surtout en ces temps où ce qui se passe, dans certains territoires autour de nous, sont assez terribles et tragiques. C'est de se dire: «Bah, bon, lui aussi a essayé de se réapproprier cette problématique de, bah, la colonisation, c'est quoi? C'est un choix, une stratégie et quand on trouve un lieu habitable, bah, c'est comment on va l'habiter et comment on va cohabiter s'il y a une autre espèce». Et il en fait quelque chose de plutôt marrant, qui est pas marrant dans le livre, qui est juste très, pragmatique pour Ashton. Là, la dimension un peu humoristique de Bong apparaît dans la relation qu'il y a entre, les rampants et Mikey 17 et cette espèce de petite discussion finale qu'il y a entre eux, qui est, pareil aussi, assez surprenante. Mais, je trouve que, bon, ça fait effectivement, c'est un peu au forceps, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées, dans le scénario, que c'est très touffu, c'est très dense, mais, ces petits actes de bravoure narratif, bah, j'estime, ben, ouais, ils méritent d'être là quand même. Et pardon, j'ai mes lapins qui sont en train de complètement tout démonter à côté de moi. Je sais pas, ils sont attaqués à leur mangeoire. Bref, elles sont nombreuses et assez organisées pour ce qui est de la destruction. Du coup, ouais, j'avais pensé forcément aussi à un autre film de science-fiction quand même un peu, enfin, qui partage quelques, on peut dire, similitudes, c'est-à-dire un vaisseau dans la glace plus ou moins, par rapport avec Snowpiercer, du coup, Mmh. qui, pour moi, peut-être mon film préféré hein, du réalisateur, clairement. Mais ce que j'avais bien aimé dans Snowpiercer notamment, c'est qu'il y avait quand même un Snowpiercer donc qui était quand même un casting qui avait sorti, je connaissais pas plus Bong Joon-ho que ça, etc. Et j'étais le voir en mode bah, adaptation de Snowpiercer, notre célèbre BD française en plus, etc. Oui, petite fierté. Et là, il y avait donc en plus un casting américain, un peu foufou, etc. Enfin bref, héros. Et là-dedans, donc je vais voir ce film, et trop bien. Et enfin trop bien. Non, sur le moment, je l'ai pas tant aimé. C'est devenu un de mes films préférés avec le temps. Et d'un coup, là, il y a cet élément coréen qui apparaît là-dedans, qui sort d'ailleurs d'un frigo d'ailleurs, qui font un Mmh. mode, ce couple coréen et qui je trouve et j'ai fait mais c'est on voit vraiment que le réalisateur a pris ce matériau on va dire européen américain enfin européen et qu'elle a digéré la sauce américaine et d'un coup a mis ces deux personnages coréens au milieu et qui foutent un peu le bordel concrètement enfin qui ont une espèce de plan machin enfin qui espèce de nihiliste tout en étant enfin etc et qui je trouvais dynamiter la narration mais dans le bon sens du terme c'est pour ça que je trouve ce film très réussi c'est parce qu'on a un peu cette histoire de révolte qui est finalement une révolte prévue du train, des basses classes jusqu'aux hautes classes qui vont traverser, bla. Et on a ce couple au milieu qui, d'une certaine manière, vont avoir presque leur side story, mais qui est vraiment forcément intégré, side quest quoi, qui, on va dire, pirate le film, enfin, etc. Et je trouvais ça génial. Sur le moment, j'ai pas tant, Tom Pearson m'avait un peu fait, ah bon, c'est quoi ce truc-là? Mais j'ai apprécié le piratage le temps faisant et les revisionnages en mode, mais c'est génial et tout. J'adore comme Bong Joon-ho pousse ces personnages coréens et vas-y, va te faire foutre film américain qui aurait dû être tellement des gens qui se battent dans des trains, dans des rames avec un coup d'effet, la Matrix peut-être, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, mais qui aurait pu juste un espèce de grand spectacle, peut-être bien branlé d'ailleurs. Et voilà. Et on retrouve peut-être pas via des personnages coréens forcément dans ce film-là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu de loin, je trouve, dans ce film, sans l'être vraiment. Je trouve que c'est quand même plus peut-être la machine de production de Warner Hollywood qui, alors pareil, l'a un peu plus digéré ou l'a un peu plus accepté et qu'on est moins sur un acte de surprise de Bong Joon-ho sur Snowpiercer avec ce film-là, qui finalement on lui a donné les moyens. Et ça, c'est toi qui le sais, Célia
Est-ce qu'on a dit à Bong Joon, bah vas-y, fais ce que tu veux, là ton budget, choisis ton truc, et bien sûr, il y a une surveillance de financière qui se fait à tous les niveaux sur ce genre de film-là, hein, est-ce que toi, tu sais si c'est vraiment un film en liberté artistique, de montage, de cast sur Bong Joon-ho ou une Il y a coprod? une liberté artistique, ça c'est sûr, parce que, par exemple, pour l'anecdote de, Anna Maria, c'est parce que, quand il était président du jury de la Mostra de Venise, il a découvert, en fait, l'événement de Audrey Diwan. Il a découvert notre Anna Maria en la trouvant mais extrêmement, bouleversante et convaincante. C'est ça qui lui a donné l'idée de l'intégrer, en fait, dans le casting du film, alors qu'il aurait pu choisir tant d'autres personnes avec qui il a l'habitude de travailler. Mais moi, ce que j'aime dans Monk, c'est il trouve toujours cet équilibre entre ses acteurs fétiches et des nouvelles têtes. Et donc le casting n'est jamais le même, même si on retrouve, des, acteurs bien aimés comme Song Kang-ho. Là, peut-être aussi c'est une question de disponibilité de planning, hein. Bon, il n'apparaît pas dans, Mikey 17, mais l'idée c'était pas d'intégrer de la coréanité dans ce film-là, mais il y a quand même des aspects coréens, qui sont pas négligeables, mais, il faut un petit peu, on va dire, comprendre ce qu'il essaie en train de jouer, en fait, dans ce récit qui serait approprié. Alors, bon, il a pris un acteur avec qui il a l'habitude de travailler, qui est Steven Yeun, donc c'est un petit peu l'apport coréen bankable de son cast. Mais, je sais pas si vous vous rappelez, dans le film, il y a un personnage, on sait pas qui il est au début et en fait qui est aussi d'origine coréenne et c'est le chef de la rébellion. Et c'est lui qui va, aider Nashaba Ridge par la suite à sauver le bébé, rampant, et qui va archiver toutes les exactions du couple Marshall, en fait. Et ce chef de la révolte, heu, moi j'estime que c'est pas pour rien, c'est un Coréen d'origine. Je pense qu'il y a une volonté de Bond de vouloir montrer que, son peuple doit toujours être alerte, être, sur le qui-vive. Ne pas se laisser happer, en fait, par la dictature. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout la Corée, bon, je l'avais déjà réexpliqué sur les précédents, lives qu'on avait fait avec Julien, mais la Corée a vraiment rencontré une série de calamités et de tragédies, assez, traumatisantes. Donc c'est un pays qui a, en fait, un emplacement en Asie assez stratégique parce que c'est une porte d'entrée sur le continent et qui a été l'enjeu de batailles et d'occupation, de colonisation entre la Chine et le Japon. Donc souvent, on utilise la métaphore de la petite crevette entre 2 baleines, mais c'est exactement ça. Ça a été un enjeu aussi pour tester des choses, des nouvelles sciences, des nouvelles structures sociales, donc en l'occurrence le confucianisme et le néo-confucianisme. Et les Coréens ont cette spécificité de toujours, s'inspirer de l'ailleurs et d'en faire une version coréenne encore plus, vénère, hein. Que ce soit pour l'aspect religieux ou pour les autres choses, donc surtout en ce qui concerne la religion. Il y a une ferveur complètement, fanatique chez les Coréens, qu'ils soient évangélistes, catholiques, et autres. Ça, c'est vraiment très, très coréen, c'est cette espèce d'excès et dans les autres calamités, les dictatures. Donc pour, ceux qui sont un peu familiers de l'œuvre de Bong, il travaille les traumatismes, il travaille ce qui a vraiment choqué, en fait, la péninsule coréenne. Donc, par exemple, dans The Host, c'est la famine, pas tellement l'occupation américaine parce que beaucoup de gens voient ce niveau 1 d'analyse du film The Host, mais pour les Coréens, la première chose qui parle, c'est la famine. C'est combien il y a eu des épisodes de disette, que le peuple coréen a manqué de manger et le motif de l'alimentation, c'est le fil rouge de The Host. Que ce soit par le monstre qui cumule tous ces cadavres pour se faire un garde-manger, que pour la petite famille qui va essayer de récupérer l'adolescente, kidnappée par, le monstre, la créature. Ils tiennent un snack
de ramen, donc c'est des nouilles instantanées et le père de la famille, le patriarche qui est joué par Song Kang-ho, il est un petit peu déficient mental, tout simplement parce que justement il a été malnutri et ça, c'est quelque chose qui travaille énormément Bong. Pareil, quand l'adolescente de la famille est kidnappée, il y a des scènes imaginaires de repas en famille et ils imaginent que leur adolescente est avec eux, ils mangent avec eux, donc il y a des très belles séquences, je trouve que c'est les plus belles séquences du film où ils imaginent, en fait, la jeune fille avec eux qui mange les ramyeon alors qu'elle est kidnappée, elle est dans le garde-manger de la créature et il y a une scène que beaucoup d'occidentaux n'arrivent pas du tout à comprendre et à interpréter parce qu'ils ne savent pas tout simplement, mais les Coréens, ça les parle immédiatement. Pour ceux qui ont vu The Host, si vous vous rappelez, il y a des séquences avec 2 petits SDF, 2 enfants. Et ils voient le fameux snack et ils se demandent, c'est le dilemme moral, est-ce qu'on vole l'argent du snack ou on vole à manger dans le snack? Il y a une pratique coréenne qui a été mise en place lors des épisodes de Disette et de famine qui s'appelle Sori, S-O-R-I, qui est en fait une autorisation à, lâcher du lest, à je me rappelle plus l'expression en français, c'est pas baisser la garde, mais accepter qu'on vole pour se nourrir, qu'on ne culpabilise pas, qu'on ne condamne pas, qu'on ne criminalise pas les gens qui ont faim et qui volent à manger. Et je sais pas si vous vous rappelez de ce fait divers en France, il y a une femme qui avait volé du pain dans une boulangerie, ça avait créé un scandale avec des débats dans la population en se disant: «Mais, pourquoi on devrait, mettre sous les verrous cette femme qui, en fait, a tellement faim et qui a juste volé un pain, quoi?» Et ça se passe au XXIe siècle. Et se dire, bah, il y a des gens en France qui, meurent de faim et qui trouvent pas d'autre moyen que de voler un pain dans une boulangerie. Est-ce que ça nécessite que forcément elle passe par la case prison? Eh bien, en Corée, on estime qu'il y a pas de dilemme moral par rapport à ça. Les Coréens ont totalement intégré ce que c'est d'avoir faim et qu'on peut être extrêmement tolérant et compréhensif, qu'on vole de la nourriture parce qu'on crève de faim. C'est 2 secondes dans le film The Host. Donc je peux comprendre que ça vous est passé par-dessus, vous avez pas du tout retenu cette séquence, mais les Coréens, quand ils la voient, bah, ils pleurent tous. Ils sont totalement bouleversés, totalement émus parce qu'ils ont intégré ça dans leur chair et ça, c'est vraiment un élément qui est aussi récurrent dans la filmographie de Bong. Quand tu me dis que tu aimes beaucoup, Snowpiercer, le transpersonnage, cette idée de la ressource, cette idée de l'alimentation, de cette idée de classe où il y a des gens qui vont manger de la pâte. Et pareil, c'est une question que j'avais posée à la Warner: «Est-ce que c'est un kink de Bong, cette espèce de pâte recyclée?» parce qu'elle apparaît autant dans Mikey 17, elle apparaît dans le livre déjà et c'est peut-être ça aussi qui a plu à Bond de s'intéresser à ce livre, c'est qu'il traite déjà de cette patte, dans, le transpersonnage. C'est se dire, ben, on recycle tout ce qu'on peut pour que les basses classes, les basses couches de la société se nourrissent quand même et soient productives, un minimum, mais toute la fine alimentation, la sophistication, c'est forcément pour la haute, c'est pour l'élite. Ça, c'est aussi quelque chose de très prégnant dans l'œuvre de Bong, au final, quand vous réfléchissez sur le motif de l'aliment, de la nourriture, de l'alimentation, c'est quoi manger? C'est pas juste un élément exotique comme beaucoup de films asiatiques paraissent quand on se dit: «Ah, découvrir un film d'Asie, c'est forcément passer par, la nourriture, des jolis plats et comment les cuisiner», ça paraît un peu exotique. Non, là, il y a vraiment quelque chose, c'est un fait social, un fait sociétal. Les Coréens ont crevé de faim. C'est hyper traumatisant. Heu, ça, c'est quelque chose qui peut parler à Bond en lisant Ashton. Parce que cette idée de ressources qui manquent, de calories et ça, c'est très prégnant dans le livre, c'est que vous avez le recensement de toutes les calories. Combien ça coûte, combien tu manges. Ça paraît un petit peu dans le film, mais c'est extrêmement important dans le livre. C'est combien il faut produire, combien il faut consommer, combien il faut garder de côté
pour, s'assurer une pérennité, hein, tout simplement. Ça, c'est quelque chose, je pense, malheureusement, je suis pas très, très optimiste quant à notre avenir, mais on va devoir être confronté à la pénurie d'eau, à la pénurie de ressources. Il y a des populations dans le monde qui crèvent de faim, d'autres qui ont trop de produits, mais qui sont mal consommés, mal fabriqués, il y a de la malbouffe et cetera. Donc ça, c'est pas parce qu'on est dans une société qui produit beaucoup qu'on est forcément en bonne santé. Et l'un des enjeux, bientôt, qui est vraiment une question pure de science-fiction, c'est comment les espèces vivantes vont se nourrir. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est comment on va être confronté à ça bientôt et c'est vraiment imminent, hein. Donc il y a ces questions-là et puis, c'est une question alors pareil, je sais pas si vous, ça vous a travaillé et moi comment dire? Ce que ça m'a évoqué, j'ai posé la question à Warner pour la transmettre à Bong. Ilfa Marshall, dans le film, a une autre idée, une sophistication de l'alimentation. C'est un fait civilisationnel, la gastronomie, la cuisine et notamment, elle est obsédée par les sauces. Elle veut absolument utiliser Rampon pour en faire des sauces et donc ça devient mais vraiment, sa fixette dans le film. Donc comme je vous disais, ça n'apparaît pas du tout dans le roman, hein, Ilfa n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qui a été inventé par Bong et ses scénaristes et je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce qui lui importe tellement d'en faire l'arc narratif de Ilfa?» Cette idée de la gastronomie, de la sophistication de l'alimentation et surtout de la sauce. Et moi, ça m'a rappelé pour, les personnes qui, s'intéressent à l'Antiquité, à l'ère romaine, vers le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait cette notion de le, le haut de la satisfaction et de la jubilation, à se nourrir et à cuisiner, c'est, la rôtisserie. C'est de créer une viande cuite dans son jus de cuisson et donc dans la sauce. Et que pour eux, le fin du fin de la gastronomie pour les Romains à cette époque-là, c'était de faire, ce que nous on considère un barbecue, mais pour eux qui était de la rôtisserie, c'est donc un jus de cuisson et cuire avec la sauce. Et ça, c'était mais véritablement le summum de la sophistication gastronomique. Alors je ne sais pas si Bong et ses équipes, quand ils ont écrit le scénario, ils ont fait des recherches. Donc j'ai posé la question à Warner pour qu'il la lui passe, mais comme il est en vacances, bah, là, il est off. Mais je lui ai proposé cette théorie, cette analyse en disant: «Bah, est-ce que vous avez fait des recherches sur cette époque?» parce que c'était vraiment un fait de société. Un bon repas ne pouvait pas se passer d'un repas avec, de la rôtisserie, de la sauce et qu'il y avait en plus une dimension, que beaucoup ne connaissent pas, mais qui est très, très particulière. C'est que le radical en latin, hem est le même pour dire sauce et être dans son droit. Le mot en latin, c'est ius, I-U-S, donc le i en latin se prononce en espèce de J-Y et donc ça a perduré dans l'anglais parce qu'on dit juice et en français on dit jus et le ius en latin, ça voulait dire la sauce. Mais le ius et le même radical est utilisé pour dire être dans son bon droit et qui a donné en fait le terme de juridicité, juridique. En fait, le mot racine, de jurisprudence et cetera, c'est en fait le jus, le ius et être dans son bon droit et Ilfa Marshall incarne, cette dictature, ce pouvoir qu'elle estime, qu'elle incarne et qu'elle est dans son bon droit d'incarner. C'est elle qui est véritablement la fasciste dans le film, c'est pas tellement Kenneth Marshall. Kenneth Marshall, pour moi, c'est un pantin, c'est une marionnette. On le voit aussi, il est pas très, 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 c'est pas une flèche, hein, il est aussi bené que Mikey 17, hein. Pour moi, vraiment le cerveau, la personne qui réfléchit et qui se croit dans son bon droit d'imposer une dictature dans cette colonisation, c'est Ilfa Marshall, qui est obsédé par sa sauce, mais qui est obsédé par instaurer un régime dictatorial, fasciste, cruel,
Et du coup, je me suis dit: «Mais est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient, en fait, de ce mot racine de youth qui a 2 significations dans notre langue et 2 pratiques, un côté gastronomique, un côté juridique?» Du coup, Warner m'a répondu: «Ah mais c'est hyper intéressant comme analyse et tout». Je lui dis: «Bon, c'est peut-être hyper tiré par les cheveux parce que moi ça m'intéresse et il y a un mec qui a écrit là-dessus et pareil, moi ça m'intéresse parce qu'on ne prend pas conscience à quel point la juridicité est très prégnante dans nos vies au quotidien. Il y a cette expression: «Nul n'est censé ignorer la loi», mais si, justement, je pense que 99 des citoyens ignorent 99 des lois, ne les connaissent pas, ne savent pas à quel point elles ont un impact dans notre vie quotidienne et je trouvais que ce parallèle était extrêmement intéressant de se dire: «Mais si ça se trouve, ils sont tombés sur cette anecdote dans les recherches en écrivant le scénario et en se disant: "Ah mais cette histoire de sauce, ça peut être une aspérité qu'on peut apporter au film qui peut être hyper intéressant parce que ça raconte aussi quelque chose, de la sophistication, de créer une société, hem, comment on dit? Illuminée, au sens propre comme au figuré, parce qu'il y a aussi tout cet aspect de bigoterie qu'il n'y a pas dans le roman, où on voit qu'ils chantent des louanges, c'est limite des ultra-évangélistes Eh ben, c'est avec ça, des hein, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Hein, bon, ben, c'est grossier hein, ce que je sors, mais c'est vraiment Musk, Trump et télé-évangélistes, mais vraiment réunis chacun avec leur grosse leur même leur leur on va dire leur grande spécificité. Je trouve pas le mot, j'ai du mal à trouver les mots. C'est depuis 24. Je sais pas pourquoi, mon vocabulaire se réduit. mais après bon, moi, c'est des pistes que je vous donne parce que moi, c'est comme ça que j'ai interprété le film avec mes petites connaissances de mon côté et je sais que bon, c'est quelqu'un franchement, c'est pour ça que je suis contente qu'il fasse quand même un film à gros budget. Il a utilisé du pognon pour faire ce qu'il avait envie de faire, qu'il a bataillé pour avoir son montage, que, bah, il avait envie de tester des choses et qu'un gros budget, hein, 120-150 millions, ça permet de faire plein de choses et de tester par l'avenir. C'est quand même de se faire plaisir et de réaliser sa vision de ce qu'il a envie de l'ASF, tout simplement. Chacun a sa conception de l'ASF, mais pour moi, je trouve très intéressant que, quand même, un mec de cette, grandeur, de cette curiosité, de cette empathie ait envie de faire un film popcorn, un film de divertissement avec quand même des enjeux, des problématiques ultra profondes. Que ça reste divertissant parce que je pense que c'est aussi l'aspect marketing du film qui a un peu fonctionné, c'est que tout le montage du teaser et du trailer, ça vous donne l'idée d'un film divertissant, ultra popcorn, on va se marrer. Mais en fait, quand on voit le film, même si on se marre, c'est ultra sombre, c'est ultra noir, donc il injecte des choses qui vraiment, lui parlent et il a envie de vous les partager, de les transmettre. Après il y en a ça passe pas du tout, hein, malheureusement, tant pis. Moi, j'estime que c'est pas grave, ça va pas arrêter la terre de tourner, on passe à côté du film, mais je trouve que dans tous les blockbusters, tous les films de SF un peu popcorn, c'est quand même le haut du panier et je me dis: «Un mec qui est ultra sensible, qui a vraiment un intérêt, qui se soucie de, son alter ego, de l'être humain, bah, je suis contente qu'une personne qui a ce pouvoir-là, puisse faire ce genre de film, tout simplement. Pas que des films tout le temps sérieux et ça peut être un petit peu divertissant. Après, c'est vrai que bon, même si c'est quelqu'un d'écouté, il n'obtient pas forcément tout ce qu'il veut. Par exemple, pour Okja, avec Darius Khondji, il voulait tourner en 35 millimètres. Il voulait absolument faire son film en pellicule. Sauf que Netflix leur a dit: «Non mais attends, on est les seuls à te donner du pognon. Tous les autres n'ont jamais voulu te donner, ce dont tu as besoin. Nous, on te file l'argent. En revanche, ce qu'on t'impose, c'est que ce soit en numérique». Du coup, Bong, avec, Kanji, a dû s'adapter et se dire: «OK, bon, ben, on n'a pas la pellicule. En revanche, en termes de matériel, on veut les dernières Harry. On veut filmer avec ce matériel-là, il y aura pas de négociation». Bon, il a eu le pognon, il a eu ses caméras. C'est un mec, bien qu'il soit écouté, doit faire des compromis.
il a pas le mot final sur tout, heu et moi, c'est ce qui me fait présager et j'en parle dans un, podcast, sur, la science-fiction coréenne, pourquoi elle n'arrive pas à s'imposer et j'ai écrit tout un article qui essaie de décortiquer pourquoi un film de science-fiction, dès que c'est fait par des Coréens, ça ne fonctionne pas du tout, c'est toujours un four, c'est toujours un bide. Oui, Hem, du coup, c'est la thématique de l'émission que tu as fait avec Lloyd de Chéri pour son podcast. C'était le titre, hein, c'était pourquoi ouais, la science-fiction coréenne ne prend pas, hein, c'est ça? ouais, exactement. T'as eu, et du coup, vous avez une petite synthèse de cette discussion à faire? Bah, l'idée, pour vous la faire très courte, parce qu'on parle pendant 1 heure et demie et mon article, bien qu'il soit synthétique, il est quand même un peu long parce que je vous redonne un peu les clés historiques, économiques, sociales, et culturelles de pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est que beaucoup se font la mauvaise idée qu'un film de science-fiction, ça demande forcément beaucoup de pognon. Parce qu'on se dit effets spéciaux, machin et tout. Sauf que vous, amoureux de la science-fiction, surtout des premiers films de science-fiction ou des films d'exploitation, on a vu tellement de films de science-fiction à petit budget et qui pourtant fonctionnent. Il y a une certaine magie, on se prend au jeu. Donc moi je me dis: «C'est un faux problème». S'imaginer qu'il faut absolument des millions et des millions pour faire un bon film de science-fiction. Moi je pars du principe que déjà, faut avoir une bonne histoire. Si on n'a pas une bonne histoire, bon voilà, c'est juste un film qu'on va oublier, ça aura fait 1 heure et demie de votre vie et vous passez à autre chose. En revanche, il y a des films qui restent, parce que quand bien même ils ont été faits avec des petits moyens, là, il y a quelque chose qui t'effraie, qui vous fait réfléchir ou justement vous propose un rapport au monde qui est totalement différent, détonnant et ça suffit. Donc il y en a beaucoup qui ont eu en fait cette espèce de fantasme en se disant: «Il faut beaucoup d'argent». Donc ça a ruiné, l'économie, sud-coréenne à un moment donné parce qu'ils se sont dit: «Il faut absolument faire des gros, gros, gros budgets», sauf que, bah, ils sont allés chercher tellement d'argent à gauche, à droite que, bah, quand il y avait pas de public au rendez-vous, c'était une catastrophe, il y avait pas de retour sur investissement. Et puis après, ce qui est aussi un peu coréen, mais qui peut, se valoir pour d'autres auteurs, occidentaux, c'est que quand on a envie de faire une science-fiction, on a sa propre définition de la science-fiction. Et dans l'article et dans, le podcast, C'est plus que de la SF, j'essaie d'expliquer pourquoi la science-fiction coréenne ne fonctionne pas. C'est parce que les Coréens intègrent des choses bien trop coréennes, même pour les Coréens. Par exemple